reprend ce podcast avec la deuxième partie qui va être une partie avec spoiler. Ne vous inquiétez pas, le but de l'histoire c'est pas vraiment les événements qui s'y passent, c'est plus les personnages et comment ils réagissent face à des événements. Donc finalement, même si on spoil les événements en question, ça va pas vous gâcher le plaisir à la lecture, puisque c'est pas un livre qui fonctionne sur le suspense et sur qu'est-ce qui s'est passé. Finalement, on devine assez vite ce qui s'est passé, donc mais bon, on voulait quand même vous prévenir que cette partie, du coup, on va spoiler. Et spoiler beaucoup. Spoiler. Alors, du coup, on a déjà un petit peu abordé certains thèmes autour desquels tourne l'histoire, mais il y en a plusieurs, et il n'y a pas que le slut-shaming autour de Alice. Alors du coup, avant d'aller plus loin, on va peut-être faire une petite définition du slut-shaming. Est-ce que quelqu'un se sent inspiré ? D'accord. Oui, non. Donc c'est tous les reproches qu'on peut faire à une femme parce que elle vit de façon épanouie sa sexualité, parce que, enfin, la culpabilisation qu'il y a tout autour des actes sexuels qu'elle va pouvoir accomplir ou pas dans sa vie, la façon dont elle s'habille. Donc si par exemple elle se fait violer, c'est sa faute, elle avait une jupe trop courte, ça peut être du slut-shaming. Si on l'embête dans la rue, si on lui fait des « mademoiselle », c'est de sa faute, elle a une jupe trop courte. Et puis, il faut pas qu'elle sourie, qu'elle sourie en marchant dans la rue. Puis si elle sourit pas, il faut qu'elle sourie, donc voilà, c'est sa faute aussi. Et puis si elle porte un pantalon et un pull à col roulé, c'est de la provocation. Donc voilà, c'est tout ce qui est autour, voilà, de la culpabilisation de la femme, de son corps, de la façon dont elle s'habille, de son apparence, de son comportement, etc. Si elle va coucher avec 2 ou 3 garçons, c'est une pute. Par contre, si un garçon couche avec 2 ou 3 filles, c'est pas grave. C'est un coq. Voilà, c'est un mec super viril. C'est un super dragueur. Mais du coup, c'est un des points importants du roman, puisque... Enfin, on a vraiment un double standard finalement par rapport à... Enfin, entre Alice et Brandon, puisque Alice, pour avoir couché avec 2 garçons, ça devient la honte de toute la gente féminine. Mais Brandon, qui lui a une réputation de coureur, par contre, lui, c'est la star du lycée, donc c'est normal. Ce qui serait bizarre finalement, c'est qu'il n'ait pas une liste de conquêtes longue comme le bras. Donc on a vraiment cette opposition finalement entre homme-femme comme d'habitude, où Alice est coupable et tout le monde s'acharne sur elle, alors que tout le monde encense Brandon pour les mêmes actes. Alice a eu des histoires aussi avant cette rumeur qui a été lancée sur elle qui s'envoie en l'air avec 2 garçons. Mais c'est quand même rien par rapport à toutes les rumeurs autour de Brandon. Mais Brandon, lui, est vraiment encensé pour ça et tout le monde l'admire pour ça. Tous les garçons voudraient être à sa place, alors que Alice, personne ne voudrait être à sa place, vu comment elle s'en prend plein la tête pendant tout le roman. Et là aussi où c'est amusant ce double standard, c'est que c'est Brandon qui lance la rumeur, comme quoi lui et un autre garçon ont couché en même temps avec Alice. Alors Alice est totalement insulté pour ça, mais par contre Brandon, lui, c'est trop un caïd, et puis l'autre mec aussi, alors que, c'était une partie à 3, soi-disant, mais il y a que Alice pour qui c'est négatif, les 2 autres garçons, c'est pas grave du tout. C'est un beau double standard aussi, je trouve. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc Brandon, finalement, il lance la rumeur parce que Alice a refusé de coucher avec lui. Donc, pour protéger son ego blessé, il va complètement ruiner la vie d'Alice, avec un petit mensonge envoyé par SMS à tous ses contacts disant qu'elle s'était envoyée en l'air avec lui et Tommy. Alice va vraiment avoir toutes les conséquences qui vont découler de l'envoi de ce message, juste parce qu'elle a refusé les avances de ce garçon. Il va vraiment lui en faire baver, et finalement... Brandon ne se rend absolument pas compte des conséquences. Bon, il n'a pas le temps de les voir vraiment passer vu qu'il meurt assez rapidement après. Mais je crois que c'est quand même plusieurs mois après l'histoire. Et en fait, pour lui, il y a aucun problème. Il est heureux de ce qui se passe. Il s'en fiche. Il comprend absolument pas en quoi c'est dramatique pour Alice.
C'est là qu'on voit que le slut-shaming, du point de vue des garçons, c'est pas grave, c'est juste une histoire et tout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc il lance cette rumeur, on l'apprend au cours du roman, parce qu'elle a refusé de coucher avec lui, mais la rumeur aurait tout aussi bien pu être lancée parce qu'elle avait couché avec lui. Donc en fait, dans les deux cas, elle sort perdante du truc, et on voit que c'est un peu ça aussi le slut-shaming, c'est que tu couches ou que tu couches pas, tu sors perdante du truc. Ouais. Et puis surtout vu comment Brandon est décrit dans le roman, il n'y a aucun doute sur le fait que s'il avait couché avec elle, il l'aurait aussi crié sur les toits. Oui, il n'y a aucun doute, vu qu'il crie sur les toits toute sa liste de conquêtes. Enfin, il s'est même tapé une prof, je crois. Ouais. Et ça pourrait lui attirer des problèmes. Ça pourrait lui attirer des problèmes à elle. Mais tout le monde est au courant. Et même elle ne va pas essayer d'arrêter. Donc c'est assez bizarre, mais il n'en a rien à faire, lui, de toutes les histoires. C'est l'immunité de la star de l'équipe de sport. Voilà. Comme c'est le meilleur pour mettre des buts, il peut faire ce qu'il veut. Même virer au but. Virer au but. Voilà. Non, mais, par exemple, d'ailleurs, c'est la prof dont la rumeur, justement, dit qu'elle a couché avec Brandon. Ça aurait été intéressant d'avoir son point de vue, justement. C'est vrai. Par exemple, voilà, elle aussi est victime de rumeurs, et ça pourrait être intéressant de voir l'impact que ça a sur son enseignement ou sur le point de vue que les élèves ont d'elle. Et justement, c'est peut-être elle aussi qui aurait pu se rapprocher d'Alice, qui aurait pu... Enfin, voilà, ça aurait pu être intéressant, mais ça n'a pas été tellement exploité, cette rumeur-là. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est... intéressant aussi dans le fait que Alice est victime de cette rumeur, mais on voit que c'est pas les garçons qui l'enfoncent le plus, c'est les autres filles. Ouais. Et en fait, c'est là où c'est vraiment cruel, parce que le slut shaming, ça vient en partie des autres filles, quoi. Et c'est tout pour pas être victime de soi-même des rumeurs et tout. On enfonce la copine, comme ça c'est mieux. En fait, j'ai lu il y a très peu de temps un article qui disait que si c'est les femmes essentiellement qui font du slut shaming, en tout cas dans ce genre de situation, c'est parce que dans tous les magazines, partout, on vante que la valeur d'une femme réside dans sa pureté, et que du coup, si une femme est, comme on dit un peu vulgairement, une femme facile, finalement, ça veut dire que la valeur des autres femmes n'a plus aucun intérêt, parce que les garçons peuvent avoir facilement cette fille, du coup, leur valeur à elle, finalement, elle ne vaut plus grand-chose, parce qu'elles sont difficiles à atteindre, et du coup, les garçons n'ont pas l'intention de se battre pour arriver jusqu'à ce niveau, alors qu'ils peuvent avoir une fille qui sera plus libérée. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, si une femme couche facilement, entre guillemets, les autres femmes perçoivent ça comme une menace, parce que du coup, les hommes ne se tourneront plus vers elles et se tourneront au contraire vers les filles qui sont plus faciles à atteindre. Mais du coup, c'est une vision complètement faussée et archaïque. Mais bon. C'est intéressant parce que c'est un peu la vision d'Hélène, je trouve. Parce que elle le dit à plusieurs reprises au cours du roman. Elle aussi, elle est plutôt libérée dans un sens, puisque, avec Brandon, ça va, ça vient. Je crois qu'elle a eu des histoires avec d'autres garçons. Ça, je suis pas sûre, mais c'est. Je sais plus, mais oui, son gros crush, c'est Brandon. Mais elle a fait des choses avec Brandon, et ces choses, elle va les reprocher à Alice. Ouais. Et en fait, c'est assez ambigu, contradictoire de sa part, de reprocher à Alice, en fait, des choses qu'elle a fait ou qu'elle voudrait faire avec Brandon. Bon, il y a une part de jalousie aussi de son point de vue. Le problème, c'est que... le problème de Hélène, c'est que le mec avec Alice, c'est Brandon. Si ça avait été n'importe quel autre garçon, je pense qu'elle aurait été un petit peu plus solidaire, mais le problème, c'est que là, Alice... la rumeur concerne Alice et Brandon. Or, Hélène est amoureuse de Brandon, donc c'est pour cette raison qu'elle prend les choses aussi mal. Puis il y a une histoire aussi quand ils étaient plus jeunes. Mais c'était aussi la faute de Brandon. Mais bon, en fait, c'est toujours la faute de Brandon. Voilà. Mais il n'y a personne qui va lui dire que c'est sa faute à lui. C'est triste. Non, mais nous, on va tout rattraper. On va faire du Brandon shaming.
Allez, vas-y. Brandon shaming. Alors, numéro 1, Brandon est un gros con. Numéro 2, Brandon ne sait pas conduire. Numéro 3, Brandon n'a rien vu à propos de Josh. Numéro 4, et on continue. On a même pas parlé de Josh encore. Et puis il y a un numéro 3 bis, Brandon conduit bourré. Parce que oui, l'accident c'est ça. Hein. L'accident c'est surtout ils se sont battus plus ou moins dans la voiture, mais bon, enfin là je pense qu'on va couper parce que on s'en mêle un peu, mais le slut shaming n'est pas le seul thème qui est abordé dans ce roman. Il y a d'autres thèmes qui peuvent toucher finalement des adolescents malheureusement assez jeunes. C'est notamment le thème de l'avortement. À un moment, Kelsey, pour vraiment reprendre sa place dans le groupe et affirmer finalement qu'elle est légitime dans le groupe des filles populaires, va lancer une rumeur elle-même sur Alice. Elle va raconter qu'elle a vu Alice aller se faire avorter dans la clinique du voisinage. Et en fait, cette rumeur, c'est basé sur des faits réels, puisque c'est elle qui a dû se faire avorter. Et c'est une des raisons pour lesquelles Kelsey est aussi vindicative envers Alice, c'est qu'elle lui reproche d'être la cause de cet avortement, puisque le garçon vers qui elle s'est tournée, c'est Tommy Cray, et donc un des garçons avec qui Alice aurait couché. Et elle s'était tournée vers lui en premier lieu parce que Alice lui avait dit qu'elle n'avait jamais rien fait de sexuel dans sa vie et que du coup il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas comprendre, et c'était finalement par jalousie et par revanche que Kelsey s'était retournée vers Tommy. Et malheureusement, comme ça arrive parfois, elle est tombée enceinte après un rapport et elle a dû se faire avorter. Donc elle en veut à Alice pour ça, complètement injustement d'ailleurs. Mais du coup, l'avortement est traité, j'ai trouvé d'une manière un peu étrange. Bon, ça peut se justifier par le fait que Kelsey et sa mère, qui sont les deux seules personnes au courant, sont des personnages un peu spéciaux. Donc la mère de Kelsey est une extrémiste religieuse presque, on peut dire ça comme ça, qui va manifester devant ce genre de clinique avec des panneaux pour décourager les jeunes filles d'aller avorter. Et elle va emmener sa fille justement à la même clinique pour se faire avorter. On voit bien l'hypocrisie en fait de ce genre de personnes et puis de ce genre de situation, parce que déjà Kelsey, on l'apprend aussi dans le roman, est le fruit d'une grossesse non désirée. Ouais. Donc c'est ce qui motive en partie sa mère à être vraiment contre l'avortement, parce que elle a pris sa fille. Donc et même si on voit que ça ne la rend pas heureuse, donc elle a eu sa fille, donc elle estime que toutes les femmes devraient avoir les enfants qu'elles attendent. Mais à côté de ça, quand sa propre fille tombe enceinte, ni une ni deux, elle se précipite de la première clinique qu'elle connaît, et voilà l'avortement. Et l'avortement est un peu forcé parce que Kelsey ne le veut pas en fait. C'est pas qu'elle veut pas, mais j'ai l'impression qu'elle a pas vraiment le temps de réfléchir. Mais c'est surtout au niveau des séquelles, et moi c'est ce qui m'a un petit peu dérangée. Finalement, c'est que c'est vraiment présenté comme une chose complètement négative, où Kelsey est complètement traumatisée par ce qui lui arrive. Bon, ça peut se comprendre, hein, je veux dire, j'imagine bien que ça arrive à certaines personnes, que c'est une décision qui peut être extrêmement lourde et difficile à prendre, mais c'est vrai que là, on n'a que le point de vue de Kelsey et sa mère, donc c'est présenté uniquement comme quelque chose d'extrêmement négatif qui laisse des séquelles à vie, puisque Kelsey en est au point où elle pense que à l'anniversaire, finalement, il me semble qu'à un moment, elle dit « Ah oui, mon bébé aurait eu 1 an » ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que moi, ça m'a mis un peu mal à l'aise, parce que parfois, on n'a pas le choix, en fait. Et du coup, le fait que ce soit présenté uniquement sous un jour négatif, sachant que c'est un livre pour adolescents qui est censé montrer un autre côté de... montrer que... un autre aspect des choses, que le slut-shaming c'est pas bien, que ça aborde plein de thèmes en les montrant sous un jour négatif, en montrant vraiment que la manière dont ils sont traités quotidiennement n'est pas la bonne et qu'il y a d'autres lectures possibles. Et finalement, c'est pas le cas avec l'avortement, où il y a qu'une seule interprétation dans cette histoire. Alors après, justement, ce qui en fait un traumatisme, je pense que c'est ça que veut montrer l'auteur, c'est que Kelsey a reçu une éducation religieuse très stricte, qu'on lui a toujours dit que l'avortement c'était mal.
Donc forcément, elle culpabilise, mais il y a la culpabilisation chrétienne aussi, tu as tué, enfin, il y a l'idée d'une sorte de crime, de meurtre qui est... Enfin, elle appelle ça l'événement terrible, le terrible événement, enfin, elle dit même pas le mot sur le terme d'avortement, elle arrête pas de dire depuis qu'il y a cet événement terrible qui m'est arrivé, elle le répète plusieurs fois dans l'histoire, et c'est ça en fait qui fait que l'avortement est négatif. En fait, c'est tout le poids de l'éducation et d'une éducation plutôt ancienne, en fait, enfin traditionnelle, quoi. Donc c'était aussi ça que voulait montrer l'auteur, mais c'est vrai, effectivement, c'est un peu maladroit parce que justement, on n'a que ce point de vue-là et on n'a rien d'autre, quoi. Ouais. Mais après, enfin, je suis assez d'accord avec Wendy. C'est une vision de l'avortement vraiment très négative, mais elle est très négative parce que ça s'est fait de cette façon dans le roman. C'est-à-dire, pendant toute sa vie, on lui a dit que c'était très mal, et puis sa mère est très très religieuse. Après, elle lui donne même pas le choix, elle lui fait passer plusieurs tests de grossesse, elle se rend compte que ça y est, c'est limite si elle la traîne pas de force en l'attachant dans la voiture pour aller la faire se faire avorter. Et puis après, la mère refuse d'en parler, et on a jeté le bébé avec l'eau du bain, et après c'est mis sous le tapis et ce sera plus jamais abordé. Oui, j'imagine que c'est une part du traumatisme, ça doit être la manière dont sa mère a traité le sujet, le fait qu'elle ne peut en parler à absolument personne, et que sa mère traite ça comme si finalement rien ne s'était produit. Oui, j'imagine que c'est effectivement une des raisons du traumatisme. Puis du coup, la façon dont elle utilise ce traumatisme pour mettre ça sur le dos d'Alice, on dirait que c'est une sorte d'exécutoire pour justement se débarrasser un peu de ce traumatisme et essayer de le mettre sur quelqu'un d'autre et d'en parler aussi en même temps. C'est ça. En fait, elle met les mots qu'elle ne peut pas utiliser dans le cadre de sa famille, le mot avortement, le mot bébé, le mot clinique, tout ce qui lui arrivait, elle les met, mais sur le compte d'Alice. C'est Alice, c'est transposé, c'est Alice qui a vécu tout ça, elle met ça à distance et en même temps, elle le revit. Elle peut réexploiter les mots qu'elle ne peut pas utiliser chez elle, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Puis en plus, comme elle dit que le bébé, c'est sûrement celui de Brandon ou celui de Tommy, bah oui, c'est celui de Tommy, mais Tommy et Kelsey. Donc, mais c'est vraiment ça, je mets l'histoire sur... le compte de quelqu'un. Puis là où enfin, ça spoil vraiment beaucoup, mais du coup, Alice, elle peut pratiquement jamais s'exprimer en fait dans le roman, mais il y a un moment où elles vont avoir une discussion toutes les deux, et Alice, ce qu'elle reproche surtout à Kelsey, c'est de l'avoir laissé tomber et de l'avoir enfoncé, mais c'est surtout cette histoire d'avortement, et on dirait que en même temps elle essaye d'en parler avec elle, et je pense que si Kelsey avait pu lui en parler, ça aurait déjà arrangé la situation entre elles deux, et puis pour Kelsey aussi. En fait, je pense que si Alice prend aussi mal cette histoire d'avortement, c'est parce que elle comprend pourquoi Kelsey l'a rejetée. Je pense qu'elle comprend que Kelsey voulait garder sa place, elle voulait pas être une paria et tout. Elle comprend ça. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que Kelsey l'enfonce encore plus parce qu'il n'en avait pas besoin. Elle avait déjà sa place auprès des filles populaires. Et l'enfoncer encore plus avec cette histoire d'avortement, finalement, c'était gratuit. C'était complètement gratuit. Et je pense que c'est pour ça que Alice vraiment ne le supporte pas, parce que ça donne un peu l'impression que Kelsey la déteste, ou en tout cas voulait la faire souffrir, ce qui est le cas dans un sens, puisque elle lui reproche complètement ce qui lui est arrivé. Mais Alice n'est au courant de strictement rien, puisqu'elle n'a jamais su que Kelsey avait couché avec Tommy, elle n'a jamais su que Kelsey était tombée enceinte et qu'elle s'était fait avorter. Donc du coup, Alice, elle tombe vraiment des nues finalement quand elle découvre que la rumeur vient de Kelsey. Puis en même temps, Kelsey utilise cette rumeur pour se valoriser. Mais au final, ça la valorise pas tant que ça, parce qu'au moment où elle sort ça, je crois qu'il y a une scène où Hélène... c'est à ce moment-là que je trouve que Hélène commence à se mettre en retrait, et à trouver que tout ça va trop loin, et que Kelsey, elle en fait des tonnes, et que c'est très malsain. Et c'est à cause des toilettes de la honte. Parce que à ce moment-là, quand Kelsey parle de l'avortement, après elle attrape un feutre et elle commence à écrire sur les murs des toilettes que Alice est une salope. Je crois que c'est la première qui fait ça. Et du coup, après, il y a tout le lycée qui va suivre. Et les toilettes vont être renommées les toilettes de la honte. Et encore, c'est là aussi où ça aurait été intéressant d'avoir les réactions des professeurs ou de quelqu'un de l'établissement, parce que les murs ne sont pas nettoyés. Ça commence un petit peu, mais après, c'est vite abandonné et c'est absolument pas traité par les autorités, par les professeurs. Et surtout que c'est pas le genre de truc qui peut passer inaperçu dans un établissement scolaire, quoi. Avoir des toilettes qui sont recouvertes de graffitis avec des insultes et des numéros de téléphone, c'est pas discret, quoi. Donc non, mais il le savait.
Oui, il le savait. Un troisième thème qui est abordé dans cette histoire que je trouve intéressant, c'est l'homosexualité refoulée. Puisque même si c'est jamais dit très clairement, je pense que c'est... Clair. Oui, c'est un peu répétition, mais c'est clair que Josh est amoureux de Brandon, mais il n'en a pas conscience en fait. La manière dont il en parle, le fait qu'il l'observe dormir, que il le trouve beau, enfin, il me semble que c'est présenté un peu comme ça. C'est clair et net que il est attiré physiquement et même mentalement par... Il a une fascination pour lui, mais... Au début, quand c'est la fascination du genre oui, il joue bien au foot, oui, on est en osmose tous les deux, on se fait les meilleures passes et tout, ça peut être encore de l'amitié vraiment très fusionnelle. Mais quand, par exemple, il le ramène à moitié bourré et qu'il le laisse dormir chez lui et qu'il l'observe dormir... Oui, non, s'attardant sur les petits détails physiques et tout, c'est vraiment... Non, mais c'est clair que Josh est amoureux de Brandon. C'est pas marqué clairement parce que la seule personne qui est au courant, du coup, c'est Josh et que Josh ne l'assume pas ou en tout cas ne s'en rend sans doute pas compte. Et finalement, c'est la jalousie de Josh qui a causé l'accident de Brandon. Mais il le dit d'ailleurs à un moment que c'est une des raisons pour lesquelles... il veut pas trop aider Alice aussi, c'est que elle l'énerve, mais pas juste elle, c'est juste qu'elle sert de symbole à toutes les filles que Brandon s'est tapé. Et que il en avait assez de le voir avec toutes ces filles à son bras et que lui, il voulait passer juste du temps tous les deux. C'est pas juste qu'il perd son meilleur ami et qu'il peut pas passer du temps avec lui, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il voudrait être à la place de ses filles, quoi. Carrément. Donc en fait, finalement, dans le roman, c'est tous ces thèmes, c'est tous ces non-dits provoquent des catastrophes. C'est-à-dire que l'avortement forcé de Kelsey provoque aggrave les rumeurs que subit Alice. L'homosexualité refoulée de Josh provoque donc l'accident de voiture. Enfin, en fait, on a tout ça, tous ces non-dits, tous ces interdits, le slut shaming qui font qu'on se retrouve tout le temps dans des situations désastreuses ou insupportables. Les choses vont de pire en pire, alors que finalement, si les gens avaient été honnêtes et n'avaient pas eu peur de parler de ce qui se passait vraiment et autres, finalement, les choses auraient sans doute été moins graves, ou en tout cas, ce serait moins aggravé. Ouais. Comme quoi, il faut mieux dire les choses quand il y a un problème plutôt que de laisser traîner, parce que... Sortez du placard. Sortez du placard. Mais c'est ça, en fait, c'est tout... Finalement, c'est ça, la leçon qu'on pourrait dire, c'est tous les non-dits sont très mauvais. Et tout problème, finalement, gardé pour soi, peut provoquer des catastrophes à long terme. Après, l'histoire ne démarre pas parce qu'il y a des choses qui sont cachées. L'histoire démarre justement parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas caché, même si c'est un mensonge. Enfin, ça démarre justement parce qu'un fait est partagé, même si ce fait n'est pas vrai. C'est la vérité, en fait. Le mensonge est effectivement très présent, très visible. Enfin, c'est-à-dire que même on l'affiche donc sur le mur de la honte dans les toilettes. Mais la vérité, toujours, est cachée dans le plus profond de l'âme de chaque personnage. Voilà. Et du coup... C'est parfait parce que nous nous retrouvons avec le titre du livre, La vérité sur Alice. Voilà. Tout s'explique. Et ce qui devait être fait a été fait. Waouh, si seulement on avait pu terminer là-dessus. Un autre thème, je pense qu'on peut dire un thème, qui est abordé dans ce livre, c'est l'adolescence, la vie au lycée. Le harcèlement scolaire aussi, vu que c'est... Enfin, les toilettes de la honte, c'est du slut-shaming, mais c'est du harcèlement aussi. Et il y a le personnage de Kurt aussi, qui subit un peu de harcèlement, mais c'est plus de la mise à l'écart que du harcèlement. Ça fait partie du harcèlement. Enfin, ouais, ça fait partie du harcèlement, mais ce qui est assez... étrange, c'est que en fait, il est mis à l'écart par tous les autres, mais ce que les autres ne savent pas, c'est que Brandon, la superstar du lycée, il est super pote avec Kurt, mais en dehors du lycée. Ils sont pas super potes, c'est juste qu'ils discutent de temps en temps parce qu'ils sont voisins. Enfin, disons que non, c'est pas vraiment être super pote, c'est juste que comme ils sont voisins et ils discutent, et en fait, c'est un peu la personne à qui Brandon aime se confier, parce qu'il sait qu'il ira le répéter à personne. Et que du coup, ça lui permet de se confier un peu sur tout et n'importe quoi. C'est comme ça que Kurt connaît la vérité sur Alice, justement. Voilà. Parce que lui détient la vérité sur Alice. Mais il ne la dira pas. Oui, donc en fait, c'est ça, on retrouve un peu cette ambiance de lycée avec cette hiérarchie.
cette hiérarchie qu'on connaît tous bien, parce qu'on a tous vu des blockbusters américains où t'as la chef des pop-hum girls, le sportif qui sortent forcément ensemble. Mais c'est très américain, je trouve, comme hiérarchisation du lycée. J'ai pas ressenti ça, moi, quand j'étais au lycée. Non, parce qu'on n'a pas ça, on n'a pas les pop-hum girls, on n'a pas, les équipes pas baseball, non, comment ça s'appelle, de foot américain. Voilà. C'est moins prégnant dans notre société, parce que par exemple, il n'y a pas ce truc des élèves qui, parce qu'ils font partie de l'équipe de foot, vont avoir droit à une bourse et à plus d'aide et ils vont être plus valorisés que d'autres élèves, parce que ils peuvent attirer des sponsors, attirer de l'argent pour l'établissement, et puis ils basent toute leur vie future là-dessus, en fait. Donc ce côté vraiment, les équipes de sport sont super populaires. C'est un peu pour ça, je pense que c'est plus important aux États-Unis que en France. Ouais, ça, en fait, la hiérarchie est plus marquée, et c'est même un lieu commun dans tous les blockbusters américains. Enfin, si on voit Lolita malgré moi, on voit Mean Girl, sorry. Non, mais dans tout ce genre de films, on voit tout de suite, il y a les tables attitrées, etc. Mais c'est vrai que la hiérarchie, après, elle existe en France. Oui. Enfin, on a quand même eu des termes à un moment comme les bolos. Quand on était un bolos, on était viré, persona non grata, pas invité aux fêtes. Enfin, on a aussi cette hiérarchie en France. C'est juste que ça se manifeste pas de la même façon, en fait. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas de la même génération, parce que moi, les bolos... Moi non plus, je connais ça par les médias, par ma sœur aussi. Ouais. Enfin, voilà, c'est pas. Non, mais oui, c'est sûr qu'il y a toujours eu les canons du lycée avec le mec le plus mignon du lycée, les filles super à la mode. Mais je trouve que c'est quand même moins stigmatisé, moins marqué en Europe. En tout cas, moi je l'ai pas ressenti comme étant extrêmement... Enfin, je l'ai pas ressenti de manière extrêmement forte. Et pourtant, j'étais pas parmi les têtes d'affiche. Donc... Mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait vraiment une hiérarchie autant poussée. Enfin, tu vois, le fait même que tu dises je ne faisais pas partie des têtes d'affiche, ça montre qu'il y avait quand même une hiérarchie. Oui, complètement. Mais je trouve que c'est moins... Enfin, c'est moins marqué. C'est moins marqué. Voilà, t'avais pas la chef des pop-hum girls dans ta classe, quoi. Disons que ça se repère moins, en fait. Parce qu'on sait qu'il y a une hiérarchie, on la vit, mais elle est de l'extérieur, à moins de connaître... d'être à l'époque dans nos classes ou maintenant de voir les élèves et de vraiment vivre avec eux, on la repère pas au premier coup d'œil. Ce qui est... Alors que vraiment dans les films, les séries américaines et tout, il y a ce côté... c'est un peu cliché avec... c'est très visuel, mais après voilà. Ça, c'est peut-être aussi la télé qui fait ça. C'est le problème d'avoir juste la vie par la culture. Non, parce que je pense pas que dans les lycées américains, les pom-pom girls, elles se baladent toute la journée en tenue de pom-pom girl. Donc, Mais justement, c'était ça qui est le plus intéressant dans le livre qu'on a lu, c'est qu'on voit ce qui se cache derrière les apparences. Parce que finalement, dans les films, c'est toujours des personnages très lisses, et la pop-pom girl est une peste. Le sportif du lycée est en fait une grosse nouille qui connaît rien et qui est complètement bête. Enfin, c'est souvent ça les clichés finalement des films américains. Et là, on voit toujours qu'il y a une profondeur derrière ces apparences. La fille la plus populaire, Elaine, a une profondeur. Quand même, elle a un sens moral, même si elle le cache très bien. Puis, curieusement, c'est un des personnages que j'ai le plus apprécié. Au début, je m'attendais vraiment pas à l'aimer, et j'avais envie de lui coller des claques. Mais en fait, je trouve que c'est un des personnages qui évolue le plus. Et du coup, je l'ai bien aimé vers la fin, quand elle commence à arrêter de jouer un peu la garce insensible, puis qui commence vraiment à réfléchir, à se rendre compte que... Puis quand elle sort un peu du groupe, et aussi de la domination de sa mère, qu'elle l'envoie un peu balader avec ses régimes et tout, on voit que finalement elle peut évoluer et elle s'améliore vraiment. Ouais, c'est ça, le livre finalement joue avec les clichés, et finalement c'est celle à laquelle on s'attend moins qui évolue plus finalement. Ouais. Et justement, c'est intéressant parce que dans un sens, ça montre que tout le monde peut évoluer dans la bonne direction. En littérature jeunesse, en fait, cette espèce d'attention portée sur le microcosme du lycée, c'est un peu un classique aussi. Donc ça vient souvent, et
Le truc, c'est que la littérature jeunesse, avec tout le courant young adulte qui se cadre vraiment sur le lycée, bah c'est vrai, plus... enfin, il y a beaucoup d'auteurs anglais ou américains, donc c'est pour ça qu'on a aussi cet aspect, la vie du lycée américain, qui est assez prégnant dans pas mal de bouquins. Et il y en a un que j'avais lu et que j'avais beaucoup aimé, alors avec mon superbe accent anglais, c'est Hate List, de Jennifer Brown. Donc en fait, ça raconte l'histoire d'un massacre qui a été commis au lycée. Et le problème, c'est que le garçon qui a décidé de flinguer tous ses petits camarades avait écrit avant une liste où en fait, il avait marqué tous les noms des gens qu'il détestait et dont la plupart ont été victimes de la tuerie. Et en fait, cette liste, il l'a fait avec sa petite amie, et donc sa petite amie, après, bah, elle est obligée de vivre avec toutes les conséquences de ça. Et ce livre est assez intéressant. Bon, ça parle d'un autre sujet, mais ça se situe encore dans le microcosme du lycée, et puis on voit bien justement pourquoi il détestait ces gens, et en fait, c'est intéressant, c'est qu'il y a avant et après la tuerie. Et donc, ça permet de voir un peu... le microcosme du lycée, comment ça se construit, et puis aussi quand il y a un événement vraiment dramatique, comment ça se déconstruit et ça se reconstruit. Et j'avais trouvé ce livre vraiment intéressant. Et en fait, en lisant La vérité sur Alice, j'avais beaucoup pensé à ce livre aussi, que j'avais préféré en fait par rapport à La vérité sur Alice. Et donc, je vous recommande, si ça vous intéresse, Hate List de Jennifer Brown. C'est beau ce que tu dis. Du coup, on va passer à la dernière partie, qui est ce qu'on a pensé finalement du traitement du slut-shaming dans le livre. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a extrêmement déçue. Comme on l'a mentionné plus tôt, finalement, il ne s'est rien passé entre Alice, Brandon et Tommy. Et du coup, les gens ne réfléchissent pas vraiment à cette question de slut-shaming. Finalement, c'est plus une réflexion sur les rumeurs, sur comment les gens réagissent aux rumeurs, comment les gens les propagent. Et j'étais un petit peu déçue parce que moi je m'attendais vraiment à ce que cette fille finalement elle ait vraiment couché avec ces garçons, et du coup ce qui aurait été intéressant c'est de montrer que c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, elle a le droit, et c'est vrai que j'étais un petit peu déçue que finalement tout ça soit juste un gros mensonge. Alors c'est intéressant sur d'autres points, mais en tout cas au niveau du slut shaming, j'ai trouvé ça un peu une occasion manquée finalement. Je suis assez d'accord parce que la rumeur est très importante, et Alice, si la rumeur se propage aussi facilement, c'est qu'elle a eu d'autres histoires, elle est sortie avec plusieurs garçons, et c'est pour ça que Kelsey lui en veut aussi, parce qu'elle a eu des aventures avec des garçons, mais juste comme ça, des mecs qu'elle connaissait pas forcément, et puis avec qui elle a fait des trucs plus ou moins poussés. Mais après, là, dans le cadre de cette rumeur, c'est vrai que c'est un gros mensonge. Et au final, ça aurait été bien... Enfin, je suis assez d'accord avec Ali que on apprenne que c'est la vérité, mais qu'il y ait au moins un personnage qui réalise que ok, c'est la vérité, mais c'est pas grave, quoi. Mais surtout qu'en fait, c'est ça, c'est que Alice, finalement, a une expérience. C'est une fille qui est plutôt libérée. Et en fait, à aucun moment, on montre que c'est pas grave, effectivement. On se concentre beaucoup sur cette rumeur qui n'est pas fondée sur un acte qu'elle n'a pas fait, mais il y a plein d'autres actes qui sont évoqués, notamment par Kelsey, qui sont présentés de façon très négative par Kelsey, mais qui, justement, ne sont pas repris peut-être par un autre personnage qui serait peut-être moins critique, voilà. Parce que voilà, Alice n'est pas une sainte ni touche, c'est une fille qui vit sa sexualité normalement, librement. Et justement, à aucun moment, t'as raison, c'est présenté de façon banale, quoi. C'est banal. Ouais. Non, la banalité, c'est de faire comme Kelsey, de le cacher, de mal le vivre, voilà, ou comme Hélène, voilà. Mais parce que Hélène, c'est officiel entre elle et Brandon, donc c'est normal, c'est son petit copain, voilà, donc elle a le droit. Alice, c'est parce que c'est des coups d'un soir ou des choses comme ça, des aventures, voilà. Mais en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les rumeurs, elles prennent autant d'importance après la mort de Brandon. Parce qu'au début, effectivement, les gens se moquent d'Alice, ils murmurent dans son dos, oh là là, c'est la fille qui a couché avec 2 garçons à la fête d'Hélène, machin.
Mais au final, ça prend vraiment une tournure dramatique pour Alice quand Brandon meurt et que l'intégralité de la ville est persuadée que c'est sa faute à elle. Et finalement, c'est là que les choses dérapent complètement. Donc c'est pour ça vraiment que ça tombe un peu à côté au niveau du slut-shaming, parce que finalement, les gens lui reprochent plus la mort de Brandon que d'avoir couché avec lui. Et du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu déçue par cet aspect-là. D'accord, tout le monde est d'accord. On est d'accord pour dire qu'on est d'accord. C'est ça, on est d'accord pour dire qu'on est d'accord. Attention, Ali a une citation. Ouais, Ali a fait des fiches. Ali a fait des fiches. Citation. Ali prend ça très au sérieux. Ah oui. Attention, magnifique citation d'Ali. Mais c'est fini, oui. Avant de conclure, j'aimerais reprendre une citation de la fin du livre que j'ai trouvée assez juste et qui reflète finalement assez bien l'histoire. Il fallait que ce soit progressif, pour que les gens s'y habituent, pour que ça devienne facile pour eux de me traiter comme de la merde, pour que ma meilleure amie ne se sente pas coupable de me laisser tomber et de raconter à tout le monde que je m'étais fait avorter, pour qu'ils puissent créer les toilettes de la honte et s'en amuser, pour que, au fil du temps, je perde mon humanité à leurs yeux. Voilà, je pense que c'est assez représentatif, et comme elle dit encore un petit peu plus loin, les gens ne deviennent pas méchants et vicieux du jour au lendemain, ce n'est pas dans la nature humaine, mais laissez-leur un temps d'adaptation et ils sont capables du pire. Et c'est vrai que dans cette histoire, finalement, c'est un peu la descente aux enfers, doucement, c'est ça. C'est les gens peu à peu, c'est vraiment un effet de groupe. Il y en a un qui va lancer une rumeur et puis finalement, il y a d'autres choses qui vont se raccrocher par-dessus cette rumeur. Chacun, à leur tour, ils vont reprendre l'histoire jusqu'à ce qu'au final ça semble normal à tout le monde que toute une ville s'acharne sur une gamine qui est encore au lycée. Ouais, c'est ça se fait progressivement, et c'est vrai que si il y a certains trucs qui se passent, si ça avait été juste après, ça aurait pas pu arriver. Il fallait vraiment que ça se fasse au fur et à mesure, et on voit que ça empire, parce que les toilettes de la honte, au début il y a pas grand chose, et puis c'est de pire en pire, et il y a plein de gens qui participent, il y a même des gens qui la connaissent pas qui participent, parce que c'est devenu le nouveau jeu à la mode. Mais surtout, c'est pas tout de suite, les toilettes de la honte, ça arrive bien vers la fin de toute cette histoire, donc c'est vraiment une montée progressive dans la violence et dans l'intolérance. Toute la ville se ligue contre cette pauvre fille qui, au final, dans l'histoire, n'a rien fait de répréhensible. Qu'elle ait couché ou non avec ces garçons, elle n'a rien fait de répréhensible. Non. En fait, surtout, c'est ça, c'est la bêtise humaine, finalement. C'est jusqu'où peut mener la bêtise humaine. Enfin, voilà, je vois pas ce que je peux rajouter d'autre, en fait, après tout ce que vous avez dit. Je pense que c'est une conclusion qui se tient. Ok. D'ailleurs, en conclusion, il y a con. On reste dans le thème. Voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Donc, Que dans conclusion, il y a con, ouais, je peux passer. Bon, du coup, voilà, on va arrêter là ce podcast. Du coup, comme la dernière fois, on va vous laisser avec le titre du livre dont on parlera la prochaine fois dans le podcast, donc l'irréel. Donc cette fois, c'est moi qui l'ai choisi. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Vous en avez sans doute entendu parler puisque le film réalisé par Tim Burton est sorti récemment. En fait, à la base, on voulait faire le podcast pour que ça tombe à peu près à la sortie, mais vu que nous sommes toutes les trois extrêmement occupées... extrêmement organisées aussi. Chut. Nous n'avons donc pas pu l'enregistrer dans les temps, donc ce sera pour la prochaine fois. Et entre-temps, en dehors de ce podcast l'irréel, du coup, qui est vraiment un club de lecture, on essaiera de vous enregistrer quelque chose sur Harry Potter et l'enfant maudit, puisque nous sommes toutes les trois des fans d'Harry Potter, vu que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et du coup, on s'est dit que ce serait sympa, vu qu'on avait énormément de temps et d'organisation pour enregistrer déjà ces podcasts de l'irréel, de en plus faire des podcasts alternatifs sur des sujets qui nous plaisent. Donc, on ne sait pas encore lequel sortira le premier, soit celui sur l'enfant maudit, soit celui sur Miss Peregrine. Et on sera peut-être pas toutes les trois pour le podcast sur Harry Potter, on aura peut-être une autre invitée. Ah, comment elle tease. Voilà, écoutez... Invité qui est censé écouter nos podcasts. Oui, si tu nous entends, donc tu viens d'apprendre que tu allais participer au podcast, j'espère que tu es content, que tu as intérêt de toute façon. C'est un grand honneur. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc la prochaine fois, peut-être dans un mois, peut-être dans 6, qui sait. Dans un an.
Quand on aura des enfants, dans 50 ans. Dans un an, quand on aura des enfants. Bon, voilà. Ça fait quelque chose. C'était au programme, je me suis dit. Voilà, sur ce suspense insoutenable, nous allons vous laisser. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.